Bonjour et bienvenue à notre rencontre qui couvre les enjeux du changement climatique dans les pays du Sud. Je suis Lise Fasquigouin, je suis humanitaire et étudiante en santé environnementale à l'Université de Montréal et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir cet événement particulièrement important. Pour couvrir cet événement particulièrement important sur les enjeux climatiques dans les pays du Sud. Raphaël Savaria, étudiant, militant et délégué jeunesse de l'Association québécoise des organismes en coopération internationale à la COP26, sera à mes côtés depuis Glasgow pour animer cette rencontre. Le panel découle d'une série de labs numériques organisés et soutenus par Oxfam Québec dans le cadre de sa participation au collectif de la société civile québécoise pour la COP26 et les dialogues pour le climat. Et je remercie chaleureusement Oxfam Québec pour le soutien apporté pour l'organisation de cet événement. Montréal, ville où je me trouve, est située en territoire ancestral autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal, dont le nom traditionnel est Tiohtià:ke, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Dans un communiqué de presse du 9 août dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, communément appelé le GIEC, a tiré la sonnette d'alarme sur l'inéluctabilité du changement climatique. Le réchauffement planétaire excéderait 1,5 degré au cours des prochaines décennies et sans réduction immédiate, rapide et massive des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement pourrait même excéder 2 degrés. Cette crise climatique se coupe à une perte de la biodiversité. Selon un rapport de 2019 de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, 25% des espèces végétales et animales existantes sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les décennies à venir. Le WWF rapporte en 2020 que les populations de vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons ont diminué en moyenne de 68% depuis 1970. Or, ces changements sont particulièrement visibles dans les pays du Sud, qui ont par ailleurs moins contribué au réchauffement climatique que les pays du Nord. Les richesses en biodiversité des pays du Sud sont détruites pour répondre aux besoins des marchés mondiaux. Une étude axée sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité rapporte que l'agriculture, la foresterie et la pêche seraient collectivement responsables de 60% de la perte de biodiversité, principalement due à la déforestation, à l'exploitation non durable et à l'extraction d'eau et un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous avons choisi de donner la parole à de jeunes activistes du Sénégal et du Pérou pour présenter des exemples concrets des impacts de la crise climatique et de la perte de la biodiversité au sein de communautés des pays du Sud. Ils présenteront aussi les solutions qui sont déjà mises en œuvre. Sont aujourd'hui avec nous Adia Ndatagai. Adia est ingénieure en aménagement du territoire, gestion urbaine et environnement à l'École supérieure d'économie appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Djibril Niang. Djibril est directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'Environnement Sénégal, observateur du Climate Invest Fund 2021-2023. Il est aussi coordonnateur du Global Network of Disaster Reduction Sénégal et cofondateur de la Green Team Sénégal. Alexandre Guiberlet est data journaliste, consultant en communication, militant Open Data et Civic Tech. Rokhaya Konaté est chargée des fonds d'appui à l'environnement et au développement communautaire chez ADT GERT Sénégal. Et enfin, j'accueille aussi Diaby Senabou Ndiaye, chargée de projet entrepreneuriat rural, point focal changement climatique et genre à Oxfam Sénégal.
Leur discours enrichira les débats en cours sur le changement climatique et la perte de la biodiversité et sera également utile pour préciser comment le Canada peut coopérer avec leur pays. Car les défis qui nous attendent nous rappellent que nous sommes membres d'une même famille, l'humanité. Je vous souhaite un bon événement aujourd'hui. Je vais dorénavant laisser la parole à Chiara Ordonez, qui est activiste environnementale et climatique et anciennement des Vendredis pour le climat au Pérou. Chiara, la parole est à vous. Okay. Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. En cette occasion, je souhaite partager avec vous mon point de vue sur la crise environnementale et climatique et en exposer des points clés. Je viens du Pérou, l'un des pays les plus vulnérables à la crise climatique de par nos caractéristiques géographiques et socio-économiques. Nous sommes exposés aux inondations, au glissement des terrains, aux pénuries d'eau, entre autres phénomènes qui affectent en particulier les communautés paysannes et indigènes. En revanche, nous ne disposons pas des ressources financières et techniques nécessaires pour faire face à ces impacts. Cette vulnérabilité implique une menace existentielle pour de nombreuses communautés du pays, une menace face à laquelle nous ne sommes pas préparés. Le Pérou, comme le reste des pays du Sud global, se trouve dans une situation de profonde injustice, alors que nous sommes confrontés aux pires effets de la crise climatique. Des pays comme le Canada continuent de profiter d'activités extractives menées dans les pays du Sud, tels que le Pérou. Les pays du Nord ont ainsi réussi à importer les bénéfices chez eux et à exporter les coûts chez nous. La COP26 a mis en évidence que la dette économique et sociale du changement climatique reste le fardeau des pays du Sud. Les progrès et le bien-être actuel du Canada reposent sur l'exploitation des pays de l'hémisphère sud. Un exemple clair est l'exploitation minière, dont le Canada a environ 70 milliards de dollars d'actifs en Amérique latine. Le Canada a attiré des bénéfices. Cependant, au Pérou et dans d'autres pays d'Amérique latine, nous faisons face à des conflits, à des impacts environnementaux et à la dépendance économique que cela implique. Que peut faire le Canada pour réparer cette injustice? À court terme, le Canada peut apporter des financements et des technologies aux pays du Sud pour les soutenir dans leur plan d'adaptation au changement climatique. Ces ressources ne peuvent être considérées comme un simple soutien international. Ce sont des réparations dues pour les années d'exploitation de la nature et des hommes dans nos pays et qui nous sont précipités dans cette situation de vulnérabilité. D'autres options existent, la décroissance, le fait qu'on exploite dans le monde plus de ressources naturelles qu'il n'est possible d'en fournir de manière durable répond à un seul fait. Des pays comme le Canada consomment et produisent plus qu'ils ne le devraient et n'en ont besoin. Si on ne regarde que du côté de la crise climatique, le Canada est l'un des pays avec le plus haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Ces pays consomment actuellement une part non négligeable du budget carbone mondial, en lavant aux pays du Sud la possibilité d'en émettre pour faire croître leurs économies et répondre à leurs besoins fondamentaux. Une décroissance économique permet de respecter les limites planétaires. Des changements tels que les réparations du Sud global, la décroissance et autres changements systémiques dont nous avons besoin pour soigner notre relation avec la nature ne s'obtiendront pas en frappant à la porte des autorités. Nous avons déjà essayé pendant de nombreuses années et regardez où nous en sommes. Le seul moyen d'obtenir ces changements est l'organisation collective et de faire pression sur la classe dirigeante au point qu'elle n'a d'autre choix que de nous donner ce que nous exigeons. Les citoyens canadiens doivent s'organiser afin de faire pression sur le gouvernement à court et moyen terme pour qu'ils fournissent un financement et un soutien aux pays du Sud et qu'ils commencent à réduire drastiquement ces émissions. De plus, rappelons-nous que la crise environnementale et climatique survient parce que le système économique et politique actuel est basé sur l'exploitation de la nature et des peuples du Sud global. Comme vous savez, un système construit sur l'exploitation et un État conçu pour perpétuer cette exploitation, vous devez changer ce système. Et pour cela, vous avez besoin d'un projet révolutionnaire. Un projet révolutionnaire que vous, citoyens canadiens, devez construire collectivement. Un projet qui répond aux crises actuelles et régénère la nature. C'est la tâche qui attend le Canada et les autres pays du Nord.
Les réponses et les solutions sont déjà sur la table. Seule la mobilisation collective assurera leur mise en œuvre et nous mènera sur la voie d'un nouveau système au bénéfice de toute l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chiara, pour ce message impactant et cet appel à œuvrer ensemble, pays du Nord et pays du Sud, contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. À présent, nous allons répondre à la question suivante. Comment sont pris en compte les impacts du changement climatique et de la perte de la biodiversité sur les écosystèmes? Pour en discuter, j'accueille nos panélistes Adiane Datagay et Djibril Niang. Donc, Djibril, la parole est à vous. Vous allez nous parler de l'implication des organisations de jeunes dans le processus de négociation climatique et de l'impact de la COP26 pendant 26 ans. Djibril, nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon le son? Voilà, merci. Donc, je vais commencer par l'implication des organisations de jeunes lors de la COP26. Donc, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de COP et pour tous ces COP, on a senti une certaine implication des jeunes, une certaine facilitation pour que la jeunesse puisse participer. Aujourd'hui, dans le jargon des organisations, on parle beaucoup des organisations de jeunes. Donc, cela veut dire aujourd'hui, les jeunes sont en train de créer des organisations et d'aller vers cette dynamique. Mais cette année, pour la COP26, on a vu qu'il y a eu beaucoup de restrictions et il y a eu beaucoup de problèmes pour la participation de ces organisations-là à la COP. Mais néanmoins, certaines de ces organisations-là ont pu forcer le barrage, ils ont pu relever le défi pour aller à Glasgow. Et on a vu récemment ce que les jeunes ont fait à Glasgow, la marche que la jeunesse a organisée. On a aussi vu la mobilisation des organisations de jeunesse africaines, de PACJA et d'autres organisations. On a aussi vu le plaidoyer aujourd'hui porté par la jeunesse africaine pour l'augmentation du budget par rapport aux finances climatiques. Parce que nous, on estime que 100 milliards de dollars, c'est petit et nous soutenons carrément nos dirigeants. Nous avons aussi dit que par rapport au COP à venir, nous savons que l'année prochaine, ce sera le tour de l'Afrique. Il faut que l'implication des jeunes soit beaucoup plus accrue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est pour l'avenir et que ces gens-là qui seront là pour l'avenir, quand on dit qui sera là dans 50 ans, qui sera là dans 60 ans, donc les décideurs de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut les préparer parce que pour nous, il n'est pas question de continuer à sensibiliser éternellement des décideurs. Il est temps de préparer les prochaines générations de décideurs pour qu'ils soient conscients des enjeux climatiques. Maintenant, par rapport à l'engagement de la jeunesse, je pense aujourd'hui que c'est clair. Aujourd'hui, on a une jeunesse très engagée sur les questions de changement climatique parce que nous avons vu le changement, nous avons vécu le changement. Quand on était enfant et maintenant, nous avons senti ce changement-là et nous le voyons, nous le touchons. Donc, les changements climatiques, selon nous, ce n'est plus une théorie, mais c'est des choses qui sont palpables, c'est des choses qu'on peut toucher. Nous sommes inquiets de notre avenir. Nous savons lire, nous savons écrire et nous avons vu les projections que les scientifiques ont laissées. Et nous savons que ceux qui sont aujourd'hui devant, ceux qui sont en train de diriger les pays développés, ceux qui négocient aujourd'hui, ne seront pas là demain quand la situation va s'aggraver. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes engagés. Et de plus en plus, cet engagement est en train de se faire sentir. Partout dans le monde, vous avez vu que les jeunes sont en train de s'engager. En Afrique, la même chose. Et donc, cette mobilisation va continuer. Nous allons continuer à mettre la pression. Nous avons nos propres stratégies parce qu'aujourd'hui, la jeunesse s'est organisée. On est en réseau. Il y a beaucoup de réseaux au niveau national, comme au niveau régional, comme au niveau international. Ces réseaux sont en train de faire un travail exceptionnel et ce travail-là va continuer. Donc, il y a le travail de plaidoyer, mais n'oublions pas aussi que les actions de terrain sont portées par la jeunesse. Donc, au-delà du travail de plaidoyer qu'on fait, c'est-à-dire mettre la pression aux décideurs, les travaux de terrain aussi, c'est nous qui les faisons. Et nous devons continuer à les faire parce que si le monde-là doit être vert demain, ça passera par la main des jeunes. Donc, j'exhorte tous les jeunes à rejoindre le grand mouvement de la jeunesse, ne laisser personne derrière afin de pouvoir relever le défi. Donc, rien ne peut se faire sans les jeunes et tout ce qui se fera pour nous, sans nous, ne pourra pas marcher parce que nous sommes les plus nombreux actuellement sur Terre. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais ajouter par rapport à la contribution de la jeunesse. Merci beaucoup, Djibril, pour ce rappel que la jeunesse en Afrique est mobilisée pour faire face au changement climatique
Maintenant, je vais passer la parole à Adia, qui va nous parler de la prise en considération de l'environnement par les collectivités territoriales face aux défis du changement climatique. Adia, nous vous écoutons. Donc, bonjour Lise, vous me recevez? Oui, nous vous recevons et nous vous entendons très bien. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, Monsieur Nian, pour cet exposé. Donc, merci d'avoir rappelé les différents objectifs vraiment de cette COP et que les jeunes s'engagent vraiment aujourd'hui dans les activités de la COP. Donc, moi, je m'appelle Adjana Tagay, donc je suis assistante de recherche au niveau de l'Action pour la justice environnementale, qui est une organisation qui œuvre dans les communautés pour la protection des droits environnementaux. Donc, je vais faire un bref exposé sur la prise en compte de l'environnement par les collectivités territoriales au Sénégal face aux défis des changements climatiques et de la perte de la biodiversité. Donc, je voudrais que vous reteniez un mot tout au long de mon exposé, ce sera pensée globale pour agir local, qui sera vraiment mentionné tout au long de l'exposé. Donc, nous le savons tous, nous sommes face à une exploitation abusive des ressources qui induit à un déséquilibre de l'environnement au niveau global. Donc, face à l'exploitation abusive et l'industrialisation des pays du Nord, donc face aux pays du Sud. Donc, voilà, la prise en compte a commencé depuis Stockholm, ce qui a donné naissance à des conférences, des chartes et des lois. Donc, l'Afrique commence vraiment à s'intégrer dans les questions environnementales, même si on taxe souvent d'être sous-développé ou encore moins de s'intéresser plus qu'au développement qu'autre chose. Donc, le Sénégal se met dans cette même position en signant des conventions et des protocoles. Donc, pour les ratifier au niveau local, donc par rapport à l'action qui se fait au niveau des collectivités, donc le Sénégal a mis en place un transfert de compétences par rapport aux collectivités territoriales, donc 9 domaines de compétences concernant l'acte 2. Donc, c'est un processus de décentralisation. Donc, l'acte 2 qui va transférer un peu 9 domaines de compétences, dont l'environnement et la protection des ressources. Donc, ce qui se fait au niveau environnemental par les collectivités, c'est principalement une mise en place par rapport aux documents de planification des commissions environnementales et principalement une rubrique budgétaire qui est allouée aux collectivités. Donc, ce budget est très minime. Donc, disons qu'elle s'élève à 2199,58 dollars canadiens, ce qui est très minime. Donc, par rapport aux nombreux défis que fait face aux collectivités, donc les collectivités sont dans l'objectivité et dans l'obligation de lutter contre les effets du changement climatique, mais aussi à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, ce qui induit que les collectivités jouent un rôle de coordonnateur, de facilitateur ou, si vous voulez, d'apaisement par rapport aux préoccupations environnementales, et d'autant plus que 50% des émissions mondiales de CO2 résultent des mesures prises par les collectivités. Donc, les collectivités sont les personnes les plus habilitées à vraiment s'investir au niveau local. Donc, ils influent directement sur la préservation de la nature. Donc, ils peuvent intervenir directement à l'échelle locale. Donc, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une faible prise en charge de l'environnement par les collectivités au Sénégal, principalement par rapport au budget, par rapport aux documents de planification. Bien vrai qu'on se base sur un document de planification qui est le PSE, qui prend l'environnement dans sa globalité, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, au niveau du Sénégal, par exemple, donc voilà, il y a une faible prise en compte de l'environnement à travers le budget. Donc, ce que nous voulons en plus, c'est que par rapport à cette prise en compte de l'environnement, c'est une formation ou une concertation, si vous voulez, des populations pour qu'il y ait vraiment, pour éviter qu'il y ait un système de bottom-up plus pour éviter qu'il y ait un système de top-down plus un système de bottom-up. Mais aussi, comme ce que nous faisons au niveau de l'action pour la justice environnementale, nous élaborons des plans de développement de développement environnemental pour les communautés en essayant d'aider au maximum les décideurs à
à vraiment mettre en vigueur ces plans de développement. Donc, ce qui devrait se faire aussi, c'est la création de lois sur la protection environnementale et un comité de suivi et d'observation et un tribunal climatique. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de droit environnemental sans pour autant aborder la question de la justice climatique. Donc, un tribunal climatique qui devrait être suivi par des commissions au niveau national ou, si vous voulez, au niveau international, qui se chargera personnellement de certaines sanctions. Donc, pour vraiment montrer qu'il y ait vraiment plus une prise de considération de l'environnement, mais aussi qu'il faut le dire parce que par rapport à cela, les pays du Nord, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? C'est bien beau d'injecter des fonds verts, c'est bien beau d'impliquer les pays du Sud par rapport à l'environnement, mais ce qui devrait se faire concrètement, c'est un respect des engagements par rapport à la COP, qu'il y ait vraiment une sincérité dans cette réalisation des activités, mais aussi qu'il y ait plus de sensibilisation au niveau des pays du Nord pour une consommation beaucoup plus responsable, mais aussi que les mécanismes de financement soient beaucoup plus accessibles. Il faut noter qu'au niveau de l'Afrique, on a un taux d'alphabétisation très faible. Donc, il faut noter que les populations ont un taux d'alphabétisation faible. Donc, il faut que certaines informations soient accessibles à eux pour qu'ils sachent vraiment comment avoir accès aux fonds verts. Par exemple, des mécanismes de financement par rapport au niveau vraiment international, que le fonds vert, c'est des personnes vraiment qui travaillent dans le domaine de l'environnement, qui vraiment sont engagés et qui font des actions très fortes sur le climat, sur l'environnement. Donc, mais qui n'ont malheureusement pas accès à l'électricité ou encore moins à l'Internet. Donc, je pense que certaines informations ne sont pas accessibles à eux et pourtant, ils sont très engagés sur la cause environnementale. Donc, je vais vous quitter en vous confiant ceci, c'est qu'il faut toujours penser à l'environnement dans sa globalité et de prendre des mesures dans sa propre localité. Donc, il faut minimiser aucune action, que ce soit le nettoyage, que ce soit le reboisement, que ce soit les petites actions d'organisation. Donc, je pense que ce sont des choses très importantes vraiment à garder à l'esprit. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup, Adia. Merci aussi d'avoir rappelé les difficultés que certaines communautés rencontrent pour accéder à des fonds verts. Après que Adia et Djibril aient exposé les impacts du changement climatique dans leur communauté, je vais laisser la parole à Raphaël pour la seconde partie du panel. Raphaël, c'est à toi. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà pour les partages qu'on a eus jusqu'à présent. Je trouve que ça fait du bien d'entendre la voix des personnes qui sont principalement concernées. Je suis présentement à la COP 26. Comme on l'a dit plus tôt, la voix des jeunes, en fait, c'est une COP qui était très difficile à accéder. Puis je suis très content de faire partie de cet événement aujourd'hui. Donc, pour la partie numéro 2, j'aimerais parler on va parler des changements climatiques qui appellent à des solutions. On doit réorganiser les communautés et les façons de faire. Comme on peut le comprendre, les méthodes d'adaptation et de résilience peuvent entraîner des opportunités pour les communautés afin d'avancer sur différents plans et de faire mieux. Donc, sur cette note, je vais passer la parole à nos autres panélistes. Donc, il y a la question qui persiste, c'est quels sont les facteurs de changement positifs et d'adaptation qui s'offrent aux personnes concernées? Pour répondre à cette question, on va parler avec Rokhaya, Alexandre et Diaby Senadou. Donc, on va commencer avec Rokhaya. La parole est à vous. J'espère que le micro fonctionne de Rokhaya. Rokhaya, est-ce que vous nous entendez? Il semble que Rokhaya ait quelques problèmes techniques. Rokhaya?
tu peux se déconnecter et essayer de se reconnecter. Je m'occuperai de la remettre co-host sans problème. Ouais, donc, Merci, Gaïa. on va passer à la prochaine personne. Rokhaya, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je pense qu'il faut vous déconnecter, vous reconnecter. Est-ce que ça fonctionne? Oh non, je pense pas. OK, on va juste passer. Est-ce que quelqu'un a la possibilité de l'appeler sur son téléphone ou de lui envoyer un message? Peut-être qu'elle ne nous entend pas. Ouais, donc, en fait, on va passer à la prochaine personne. On va essayer de régler le problème technique et de passer à Rokhaya par la suite. Rokhaya, je connais personnellement l'organisation pour laquelle elle travaille. C'est pour parler des solutions de microfinancement et d'autofinancement de la préservation des ressources naturelles. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir parler de ce sujet-là. Mais on va passer à Alexandre qui va parler du dans le contexte de l'érosion côtière et de la salinisation des sols. Donc, Alexandre, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord, en ce qui concerne l'érosion côtière, il faut d'abord camper le décor parce que c'est une thématique qui est devenue un problème récurrent en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région ouest africaine, depuis une vingtaine d'années, avec l'ensemble des conséquences assez néfastes qu'elles entraînent. Et le phénomène d'érosion côtière se caractérise pour permettre aux gens de comprendre réellement, c'est un phénomène qui se caractérise par une rupture de l'équilibre entre la partie marine et la partie terrestre de la côte, avec l'apparition d'un déficit de sédiments au niveau de la partie terrestre. Bien sûr, cette érosion elle est fortement accentuée par le changement climatique et par la multiplication des phénomènes extrêmes. On entend par phénomènes extrêmes les tempêtes ou par exemple les cyclones. Mais le problème reste surtout la combinaison des facteurs. C'est-à-dire, c'est lorsque les phénomènes naturels sont associés à des enjeux humains, à des enjeux économiques, que le risque est potentiellement élevé. La concentration de la population, par exemple, le long des côtes et la multiplication des infrastructures industrielles ou touristiques, l'extension des ports et des villes, comme par exemple à Dakar, où on est en train de construire 2 ports dans un espace distant de moins de 50 km, c'est-à-dire le port minéralier de Sendou et le nouveau port autonome de Ndayane, mais aussi la multiplication des barrages qui restreignent l'apport en sédiments vers la côte. C'est autant de facteurs d'aggravation de l'érosion côtière. Et je pense que lors du premier panel, il y avait une personne qui était spécialiste de l'aménagement du territoire. Et l'érosion côtière aujourd'hui est devenue un enjeu véritable pour nos États, pour nos très jeunes États africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais il est difficile de parler de ces thématiques sans pour autant mettre le doigt sur réellement là où ça fait mal. Et lorsqu'on parle de là où ça fait mal, on parle des impacts. Et les impacts liés à l'érosion côtière sont essentiellement chez nous, au Sénégal, d'ordre social et économique. Sur le plan social, les populations affectées se trouvent en général dans une situation qui est très précaire. Et elles peuvent, par exemple, perdre leur maison. C'est le cas à Bargny, dans le quartier qu'on appelle Bargny-Minam ou encore Bargny-Gate. C'est le cas à Rufisque, à Tcholène. C'est des quartiers traditionnels qui ont une existence multiséculaire, mais qui malheureusement, une bonne partie de ces quartiers se trouvent engloutis sous les vagues de l'océan maintenant. Le pouvoir public
et se heurte à d'importantes difficultés pour gérer ces impacts-là, parce que c'est très particulier, en particulier dans les zones très, très, très peuplées. Et sur le plan économique, alors, les activités comme la pêche sont naturellement les premières activités qui sont fortement affectées. Et au Sénégal, la pêche représente le premier poste d'exportation, en fait. Les produits halieutiques occupent le premier rang des exportations du pays. Et elles concernent environ plus de 650 000 emplois. C'est vraiment quelque chose de très représentatif. Donc, c'est vraiment un problème qui est vraiment au cœur des préoccupations de ce pays. Le secteur du tourisme, on a un tourisme essentiellement balnéaire, et c'est un secteur qui lui aussi qui est très affecté, parce que les hôtels qui sont situés sur la côte ont perdu l'essentiel de leur plage, et l'érosion est aussi synonyme de perte de biodiversité, notamment dans les zones de mangroves très, très riches en biodiversité, en ressources halieutiques. Et sur nos côtes en Afrique de l'Ouest, certaines forêts de cocotiers, par exemple, ont été totalement perdues, et avec des espèces qu'elles abritent. Donc, c'est pour vous dire combien de fois cette thématique elle est sensible. Et selon une étude, selon les analyses de la Banque mondiale, au cours des dernières années, l'érosion côtière le long de la langue de Barbarie, ça se trouve au nord du Sénégal, notamment dans la zone de Saint-Louis. Et l'érosion côtière le long de la langue de Barbarie, elle s'est accélérée, affichant une perte de 5 à 6 mètres de plage par an. C'est vraiment, si on veut visualiser avec nos yeux d'humains les aspects visibles du réchauffement climatique, c'est vraiment la région où il faut s'y rendre, en fait. Et la langue de Barbarie, cette péninsule, abrite environ actuellement plus de 80 000 personnes, et dont une part significative qui sont des pêcheurs. Et c'est des personnes qui sont exposées aux aléas du changement climatique. Et donc, cette zone, la langue de Barbarie, subit aussi la décision prise en 2003 par le gouvernement du président Abdoulaye Wade. C'était l'ancien président du Sénégal. C'est vraiment, tout a commencé là-bas. En 2003, et le gouvernement du président Abdoulaye Wade a décidé d'ouvrir une brèche devant faciliter la lutte contre les inondations et l'accès des pêcheurs à la mer. Malheureusement, cette décision, elle a été catastrophique, puisque cette brèche, à l'époque, qui était de 4 mètres au départ, a atteint 5200 mètres de large en février 2015. Et aujourd'hui, cette brèche, elle a plus de 12 000 mètres de large, ce qui crée d'énormes problèmes environnementaux. Et ça contribue à changer les caractéristiques biophysiques même de cette zone. Et c'est vraiment une thématique. Est-ce que vous m'entendez? C'est vraiment une thématique qui est au cœur des préoccupations des populations qui essaient tant bien que mal, à travers diverses entités associatives, à travers des regroupements de femmes, elles essayent d'apporter des solutions douces, en faisant le reboisement de la mangrove, en utilisant un certain nombre de plantes avec des aspects de fixation du sol, tels que le tifa, et qui permet de fixer le sol et d'atténuer certains phénomènes d'érosion. Et c'est vraiment le contexte ici au Sénégal. Alors, d'importants financements de l'autre, peut-être c'est aussi l'autre côté un peu positif, d'importants financements de la Banque mondiale ont été faits depuis 5 à 6 années, pour surtout prendre en compte la problématique du relogement des populations qui sont appelées à se déplacer, parce que lorsqu'on parle d'érosion côtière et d'avancée de la mer, il y a très peu de solutions d'adaptation, en fait. La seule solution viable, c'est que les populations se déplacent et quittent les côtes. Et qui disent quitter les côtes, qui disent se déplacer, c'est forcément aussi renoncer à une certaine manière à une grosse partie de sa culture.
ce qui fait que cette problématique, elle est très, très, très complexe. Voilà en gros et l'objet de mon intervention. Je suis naturellement connecté pour répondre aux questions ou encore me nourrir des suggestions des panélistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, on va avoir une période de questions dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On va maintenant passer, je ne sais pas si, on va passer avec Diaby Senabou en premier et après on va réessayer avec Rokhaya dans l'espoir que ça fonctionne. Donc, on va parler maintenant du rôle de la société civile pour la justice climatique. Donc, la parole est à vous. Merci bien, Raphaël. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. OK, très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Senabou Senabou, comme il l'a montré, je suis. Vous pouvez continuer, Senabou. D'accord, merci. Donc, je suis la conseillère jeune. En fait, j'ai changé de poste récemment, donc je suis conseillère genre et jeune à Oxfam au Sénégal et je suis toujours point focal changement climatique. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la question de la justice climatique, particulièrement pour les pays du Sud, je pense qu'il est déjà important de revenir un peu sur ce qu'est la justice climatique, qui est une notion politique assez récente, qui est notamment relative aux conséquences inégalitaires du changement climatique. Donc, elle se traduit notamment par des actions en justice essentiellement, qui sont menées par des associations, des collectifs citoyens, donc la société civile contre des États ou des entreprises. Mais au-delà de cette notion politique, la notion de justice climatique désigne des approches éthiques. Donc, les approches éthiques, morales, de justice et politique de la question de l'égalité et de l'équité face au changement climatique. En ce sens, elle engage donc vraiment la responsabilité historique des pays pollueurs face à ceux qui subissent le plus les conséquences du changement climatique, notamment les pays en voie de développement que nous sommes. Alors, que représente aujourd'hui la justice climatique pour les pays en voie de développement que nous sommes? La justice climatique pour les pays en voie de développement est avant tout une question d'équité. C'est une question d'équité environnementale d'abord, mais aussi une question d'équité et de justice économique et sociale. L'accent est souvent mis sur les contributions différenciées des pays dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre et les moyens de compenser ces responsabilités par des politiques d'atténuation au changement climatique et des aides à l'adaptation des pays les plus vulnérables et les moins riches. Cependant, cette approche-là distributive de la justice climatique paraît trop restrictive pour rendre vraiment compte des multiples facettes des injustices sociales et environnementales qui sont générées par les changements climatiques. Donc, cette notion de justice-là, qui sont véhiculées dans les accords internationaux sur le climat, cette notion est essentiellement appréhendée sous l'angle de la justice distributive qui, en soi, vraiment paraît restrictive, comme je l'ai dit. Mais pour nous, les pays en voie de développement, cette notion, c'est particulièrement trois approches. D'abord, la justice interétatique, d'abord qui est portée par les hommes politiques d'États directement menacés par les effets du changement climatique, notamment par la montée des eaux, dont par exemple Alexandre parlait tout à l'heure. Elle s'impose sur la scène internationale au début des années 2000, donc c'est vraiment quelque chose de récent. Et cette approche met vraiment en avant les inégalités entre les pays du Nord, industrialisés et relativement moins touchés par les effets du changement climatique, et les pays du Sud qui sont moins pollueurs, mais qui sont généralement plus vulnérables, plus menacés et plus atteints par ces effets du changement climatique. La deuxième notion importante, c'est l'équité intergénérationnelle dont Djibril a parlé tout à l'heure, qui est développée dès le sommet de la Terre de Rio en 1992 et qui est récemment reprise par les mouvements de jeunes, comme il l'a dit tout à l'heure, pour le climat. Il s'agit donc vraiment de ce principe moral et légal selon lequel les générations actuelles ne doivent pas compromettre les intérêts des générations futures. Et enfin, l'équité intergénérationnelle qui, elle, interroge les inégalités entre les classes sociales et entre les territoires d'une même société à un moment précis dans le temps et face aux effets de ce changement climatique. C'est donc pour nous vraiment un principe, un moyen
une action pour endiguer toutes les iniquités et les inégalités qui découlent du réchauffement climatique et qui mitigent les conséquences environnementales et socio-économiques, mais aussi les efforts de développement des pays en voie de développement que nous sommes. Je ne vais pas revenir vraiment sur comment faire respecter les conventions. Comme nous avons peu de temps, je vais directement aller aujourd'hui sur le rôle de la société civile dans ce travail-là ou bien dans ce combat-là. Vraiment, cette action, cette campagne que les gens sont en train de mener pour la justice climatique. La première des questions pour moi est, est-ce qu'on dit la société civile ou les sociétés civiles au regard vraiment de la diversité qu'il y a dans la société civile, les mouvements de jeunes, les ONG, les organismes internationaux, et quel est le rôle de ces organisations-là? La société civile ou les sociétés civiles ont vraiment des rôles essentiels à jouer dans ce processus politique, mais aussi de justice et d'équité qui vise à lutter contre le changement climatique et surtout à préserver les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables de ces impacts. Donc, ce sont essentiellement des rôles d'abord de veille, d'alerte, d'accompagnement, de sensibilisation, de plaidoyer et d'action. Elles doivent donc être engagées auprès des États pour encourager et soutenir les efforts d'adaptation, de mitigation au changement climatique, mais aussi auprès des communautés pour informer et agir pour le respect des engagements qui sont pris par les États pour faire face à ce phénomène. Ce travail-là que les organisations de la société civile sont en train de faire, particulièrement aujourd'hui les organisations de jeunes dans les pays en voie de développement, le Sénégal en l'occurrence que je connais le mieux. Vous avez ici JVE, vous avez Teranga Lab avec Alex, et il y a vraiment beaucoup d'autres. Il y a AGE, Action pour la justice environnementale, beaucoup d'organisations de la société civile qui sont portées par des jeunes, qui sont portées par des femmes, qui se lèvent et se battent pour cette justice climatique. C'est aussi un rôle de solidarité entre ces sociétés civiles, d'abord africaines, mais aussi entre les sociétés civiles africaines et celles d'ailleurs. C'est pour permettre que ces communautés, ces sociétés civiles doivent vraiment parler d'une seule voix si elles veulent être impactantes et avoir en fait un poids dans ce combat pour la justice climatique. Elles doivent travailler en forte synergie si elles veulent avoir en fait cet impact considérable-là. Les mouvements en faveur de la justice environnementale ont vraiment mis en lumière les synergies existantes aujourd'hui entre les inégalités sociales, les inégalités économiques et les inégalités environnementales. En ce sens, elles ont vraiment démontré le rôle, leur plus-value dans ce combat qui est mené jusqu'ici. Mais il est important de dire qu'au-delà en fait de cet apport positif et de cette plus-value, cette société civile-là a des défis. Quels sont ces défis aujourd'hui dans la participation, dans sa participation pour une meilleure justice climatique? Il s'agit essentiellement et en premier lieu d'un manque ou d'une insuffisance de compétences et de ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de plaidoyer que nous portons. Parce que très souvent, cette société civile joue le rôle d'activiste, joue et dans l'activisme, alors qu'il est important vraiment de poser cela sur des connaissances qui sont claires, une faiblesse entre les relations gouvernement et société civile, sinon une implication inadéquate de la société civile dans les prises de décisions qui sont importantes, le manque de synergie des organisations de la société civile entre les jeunes, entre les différentes sociétés civiles, et le fait aujourd'hui, un défi important, c'est vraiment de ne pas accepter ni de ne pas confondre cette corrélation que la communauté internationale semble faire entre solidarité climatique et justice climatique. Et je conclus avec ces mots. Il ne s'agit pas en réalité d'une solidarité climatique, mais il s'agit d'une question de justice. La justice climatique renvoie à l'idée que la crise climatique n'est pas seulement liée à un phénomène scientifique. Elle a des sources et des conséquences sociales, économiques, mais aussi politiques. En effet, nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les impacts de la crise climatique, car nous n'avons pas ni les mêmes moyens financiers, ni techniques, ni matériels pour y faire face. Et au-delà d'une reconnaissance culturelle dont parle l'accord de Paris, la justice climatique inclut l'examen de questions telles que l'égalité sociale, l'équité de genre, les droits humains, les droits fondamentaux et collectifs, la justice fiscale,
les droits des générations futures et les responsabilités historiques en matière de changement climatique. Elle est donc aujourd'hui une problématique universelle commune à toute l'humanité. La société civile ou les sociétés civiles ont des rôles centraux à jouer auprès des États et auprès des communautés pour que ceux qui sont les moins responsables du changement climatique n'en subissent pas vraiment les conséquences les plus graves. Exiger vraiment la justice climatique, c'est donc demander que les gouvernements, comme les entreprises, honorent leurs engagements internationaux, prennent des mesures pour que le fardeau de cette crise ne repose pas sur les personnes et les populations les plus pauvres. La problématique de la justice climatique, c'est donc un défi de droits humains, une question de justice sociale et une revendication de responsabilités assumées que la société civile doit et porte en ce moment. Je vous remercie. Merci infiniment pour ce message. J'en ai eu les frissons, honnêtement, et merci beaucoup pour ce partage. Je partage à 100% tout ce que vous avez parlé ici. On va réessayer avec Rokhaya pour sa partie sur l'autofinancement des initiatives. Donc, Rokhaya, est-ce que vous nous entendez? Difficilement. Il y a beaucoup de... Ah, est-ce que vous pouvez... On peut réessayer encore, mais je pense que c'est peut-être les écouteurs ou je ne sais pas si... On va réessayer quand même. Ok, là, vous n'avez pas activé votre micro, mais en effet, peut-être si vous avez des écouteurs, je vous inviterai à les retirer. Vous pouvez réessayer. Oui, ça fonctionne malheureusement pas, mais je pense qu'on va passer directement aux questions du public. Je suis vraiment désolé, Rokhaya, mais ça ne semble pas fonctionner. Il y a beaucoup de bruit. Désolé. Enlevez ça, tu es revenu. Ben, en fait, si je peux juste, puisque j'ai travaillé avec Rokhaya chez ATD GERT, en fait, je vais en parler légèrement juste parce que je ne veux pas qu'on perde l'occasion d'en parler. J'espère que ma mémoire est bonne. Ça fait déjà 3 ans que j'ai collaboré pour un stage en coopération internationale. Donc, en gros, Rokhaya nous aurait parlé des possibilités de microfinancement qu'avec un investissement étranger pour les groupements de femmes, pour l'autonomisation des femmes dans les communautés rurales, on peut créer un fonds de développement qui permet de financer le petit marché entre les femmes. Et de cette façon-là, les intérêts qui sont perçus permettent justement de financer la restauration des ressources naturelles. ATD GERT intervient auprès des communautés du plateau de Thiès dans le problème d'érosion hydrique. Donc, c'est un problème qui est majeur avec les dérèglements climatiques. Et ces solutions-là demandent justement du reboisement, des ouvrages anti-érosifs et des installations sur le territoire, et demandent aussi avoir des fonds pour conserver ces installations-là et les financer. Donc, Rokhaya travaille sur un projet justement de microfinancement qui permet justement de restaurer et de continuer à améliorer ces installations-là. Et c'est une solution qui est innovante, qui est ancrée directement dans les communautés, qui répond à des besoins communautaires et qui permet aussi d'automatiser et de combattre les inégalités de genre. Donc, je trouve que c'est vraiment une solution qui demande justement que c'est vraiment, ça vient bottom-up, comme on disait, et ça ne vient pas d'une autorité qui vient imposer quelque chose, et c'est une façon justement de créer une économie qui permet aussi d'être dans les normes de développement durable. Donc, je vais juste donner l'opportunité de parler un peu de ça. Je trouve que c'est des solutions qui sont extrêmement essentielles et qui sont innovantes. C'est le début, je pense, j'espère, une révolution dans la façon de concevoir les activités économiques
et de trouver des façons de soutenir justement les installations, que ce soit pas toujours, qu'il y ait pas une dépendance justement avec l'aide étrangère, puis qu'il y ait justement des solutions qui sont financées par l'aide étrangère, mais qui restent dans les territoires et qui permettent justement de créer des changements sociaux. Sur cette note, désolé, Rokhaya, on va passer à la prochaine partie. Donc, on va ouvrir un débat sur le soutien des pays du Nord dans cette lutte. Donc, je donne la parole à Lise qui va faire le lien par la suite. Merci beaucoup, Raphaël, et merci aussi d'avoir exposé le projet de Rokhaya. C'est vraiment désolant qu'elle n'ait pu en parler à cause de ce problème technique. Donc, nous allons passer à une session de débat. Quel soutien un pays comme le Canada peut apporter aux pays du Sud? Comment accompagner ces pays sur la voie de l'adaptation et de la résilience au changement climatique et à la perte de la biodiversité? Nous proposons à nos panélistes de communiquer leurs suggestions sur le soutien que les pays du Nord peuvent apporter à leur communauté. J'appelle nos panélistes à s'exprimer. Qui souhaite discuter en premier? On peut peut-être commencer par Senabou. Merci bien, Elise. Je veux bien commencer. Alors, je pense que pour un pays comme le Canada, c'est déjà en fait ce genre d'échange-là que nous pouvons avoir. Mais au-delà, au lieu de le faire simplement entre jeunes du Sud, ce serait bien d'avoir plus d'échanges entre jeunes du Sud et jeunes du Nord, que ça soit des panels composites, vraiment avec des profils différents venant des deux zones. Je pense que la deuxième chose serait vraiment un échange de connaissances et de compétences sur la thématique. Que les jeunes des deux bords, vraiment qu'il y ait une sorte de passerelle où ces jeunes-là peuvent discuter, échanger sur la thématique. C'est bon? Pour voir quelles sont les actions qui peuvent être menées ici et là-bas, et peuvent avoir en fait un impact pour les différents pays qui seront vraiment, comment dire, qui seront partie prenante. La troisième des choses, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'un des plus grands défis vraiment de la société civile, c'est l'information, particulièrement sur cette thématique, oui, de changement climatique qui est relativement en fait nouvelle pour la société civile. Senabou, nous ne vous entendons pas bien. Donc, moi, je pense qu'il est important pour les jeunes, j'en parle très souvent dans nos organisations, l'inscription dans des centres. Comment on dit? Est-ce que... Nous vous entendons difficilement, Senabou. Ce que je propose, c'est... Est-ce que vous m'entendez? Non, nous ne vous entendons pas, malheureusement. Allô, vous m'entendez? Là, nous vous entendons. Je vous propose de terminer vos recommandations. Allô? Ok. Djibril?
Vous voulez proposer des solutions? Nous vous passons la parole. Voilà, merci beaucoup. Désolé pour la vidéo. Donc, je pense que ça cause des interférences sur la connexion. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport aux pays développés, c'est en matière de changement climatique, d'abord, c'est qu'ils respectent leurs engagements. Aujourd'hui, les pays du Sud souffrent et sont vulnérables parce que les pays développés ont en quelque sorte rendu ce monde invivable. Et aujourd'hui, ceux qui ne polluent pas sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, l'Afrique a 4% de contribution et pourtant l'Afrique est le continent le plus vulnérable. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'ils respectent aussi leurs engagements. À la COP de Paris, la plupart des pays développés, à l'instar du Canada, des États-Unis, de la Russie, de la France, ils avaient posé sur la table l'objectif des 100 milliards de dollars pour le financement de l'adaptation. Ça devrait être effectif cette année, mais on nous parle encore de 2023. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas senti cet engagement-là à respecter les décisions qu'ils ont prises à Paris. Et l'autre chose qu'on voulait dire aussi, c'est que les pays développés aujourd'hui, ils sont développés. Ils doivent peut-être songer à une autre forme de développement sobre en carbone. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire que, par exemple, le monde est menacé par les changements climatiques et que les pays développés continuent à financer le charbon, que les pays développés continuent à exploiter le pétrole ou bien les gaz fossiles, les énergies fossiles dans les pays sous-développés. Aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui qui ont dit qu'ils ne vont plus exploiter les ressources fossiles chez eux, mais ils n'ont pas dit qu'ils vont arrêter aussi d'exploiter chez les autres. Donc ça aussi, il faut qu'on le fasse. Pour le Canada, je pense aujourd'hui que le Canada est un pays merveilleux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font. Nous, du Sénégal, nous travaillons beaucoup avec les Canadiens. Moi, à JVE, depuis 2 ans, j'ai chaque année 2 ou 3 volontaires qui viennent du Canada et qui font un travail exceptionnel au bureau. Mais le problème qui se pose aussi, c'est que ce partenariat n'est pas B2B. C'est-à-dire, depuis 2 à 3 ans, je reçois des volontaires du Canada, mais on ne m'a jamais proposé d'envoyer un de mes volontaires au Canada. Je pense que ce partenariat-là aussi commence à se développer en Afrique, mais ça doit être B2B. Quand vous envoyez des jeunes ici, qu'on les reçoive dans nos organisations et qu'on les appuie, qu'on les aide à comprendre les choses, il est temps aussi de créer un système pour que nous puissions aussi envoyer nos jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes après qui vont fuir, hein, bon. Il y en a qu'on va bien encadrer et qui pourront partir et revenir, qu'on puisse les envoyer aussi pour qu'ils apprennent de chez vous. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je voulais dire parce que moi, je travaille beaucoup avec les stagiaires canadiens, les jeunes canadiens, les volontaires, les PCV et autres. À l'instant où je parle, j'en ai au bureau et c'est des gens qui sont très engagés. Mais nous avons besoin aussi de ce retour. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des gens ici, mais il s'agit aussi d'envoyer des gens là-bas. Le Canada aussi est très avancé sur les questions d'agroécologie. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Faciliter la participation des jeunes, surtout au colloque, là où on gère les décisions, voilà, lors des sommets au niveau international. Souvent, il n'y a pas beaucoup de facilité, que ce soit pour le visa, que ce soit pour les billets d'avion et tout. Il n'y a pas beaucoup de facilité. Et la dernière chose, c'est aussi augmenter le budget pour la coopération. Donc aujourd'hui, à travers les small grants gérés par les ambassades aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'organisations qui vivent de ça, mais nous jugeons que, par exemple, ces small grants-là ne sont pas suffisants pour tout ce qu'il y a comme organisation de la société civile. Aujourd'hui, il faut augmenter cette enveloppe-là pour qu'on puisse aussi permettre aux organisations de la société civile d'avancer. Et pour terminer, je pense aussi qu'il y a beaucoup de programmes qui sont portés par les bailleurs et par les pays développés pour les organisations de jeunes, pour les jeunes en quelque sorte. Donc, je pense aussi qu'il faut les orienter vers les emplois verts et créer aussi un fonds pour l'appui institutionnel. On reçoit toujours des projets, mais l'appui institutionnel est très faible. Nous arrivons à faire de grosses activités, mais souvent, on a des problèmes pour payer les salaires, pour gérer le bureau. Donc, cet appui institutionnel-là est très faible. On a comme l'impression que aujourd'hui, tous les financements qui sont au Sénégal, dans nos pays et qui sont destinés aux petites organisations, c'est juste du faire-faire. Alors que ça doit être quelque chose pour appuyer l'organisation, pour appuyer la dynamique. Mais là, c'est juste pour aller faire du reboisement, aller faire une activité ici, alors qu'il y a toute une organisation derrière qu'on devrait appuyer pour que ça puisse émerger. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais surtout, le respect des engagements de l'accord de Paris. Les pays développés doivent respecter les engagements de l'accord de Paris. Si c'est respecté, on peut avancer. Les CDN aussi doivent être revus et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas monopoliser la parole par rapport à cette partie-là. Mais quand même, il y a tout un travail à faire pour qu'il y ait une égalité entre les pays développés et les pays du Sud. Merci.
Merci beaucoup, Djibril. Avant de passer la parole à nos autres panélistes, je vois qu'une personne, Mamadou, a levé la main. Mamadou, est-ce que vous vouliez poser une question ou bien faire une suggestion? Alors, bonsoir ou bonjour selon le fuseau horaire. Alors, c'est Mamadou Lamine Diagne, directeur exécutif de AGE. AGE, c'est Action pour la justice environnementale. Ben, je voulais justement faire un commentaire à la suite de ce qu'a dit tout de suite mon confrère Djibril Niang de JVE. Je pense qu'il a en principe évoqué toutes mes préoccupations, mais justement pour embrayer sur ce qu'il vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas dans une position de pleurnicharde. On n'est pas en train de commander une justice climatique. Moi, je crois à un principe, c'est le principe de la responsabilité commune, mais différenciée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, plus de 90% de la pollution à l'échelle globale, ce sont les pays occidentaux, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, etc. Mais l'Afrique a toujours consommé ce que les pays occidentaux ont produit. Donc, la responsabilité est commune, mais différenciée. Nous avons notre contribution sur le problème des changements climatiques. Donc, moi, aujourd'hui, on nous parle de dette climatique, que financer les changements climatiques. Moi, ça met dans une position de commandeur, de mendicité, de quelqu'un qui commande vraiment, en tout cas, un appui. Et je pense que ça doit être une action collective, ça doit être une action concertée, et l'Afrique est acteur dans cela. Donc, sur ce qu'a dit Djibril tout de suite est important. On n'est pas là pour recevoir des aides, pour recevoir des conseils, pour recevoir des orientations. La problématique des changements climatiques, nous le savons, nous le vivons. Et nous le vivons à plein fouet. Donc, il nous faut coopérer nos forces, fédérer, mutualiser nos efforts, mutualiser nos ressources pour prendre à bras le corps ce phénomène qui risque en tout cas, d'envahir le monde. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui va peiner de ça, mais c'est le monde entier qui risque de disparaître si le climat augmente. Donc, le problème, ce n'est pas en quelque sorte l'Afrique, mais c'est le monde entier. Donc, il nous faut aujourd'hui ce rapport de coopération juste et équilibré qui met l'Afrique au cœur des négociations, qui met l'Afrique au cœur du financement et qui met l'Afrique aussi, en tout cas, dans une perspective de proposer des solutions justes et équitables pour pouvoir, en tout cas, gérer toute cette question de changement climatique. Donc, ça, c'était vraiment un plaidoyer que je voulais faire. Le second plaidoyer, c'est par rapport, c'est un plaidoyer plus ou moins institutionnel, mais aussi politique, par rapport aux Occidentaux, par rapport aujourd'hui aux États-Unis, la France, la Chine, le Japon. Moi, je pense que on met le focus sur la production des énergies fossiles. On sait que 99% de la pollution, en tout cas des émissions de carbone, sont dues à l'exploitation des énergies fossiles. Mais l'Afrique, nous avons effectivement toutes ces énergies, mais on n'exploite pas, on n'a pas les moyens d'exploiter. À chaque fois, ce sont les Occidentaux qui viennent en Afrique pour demander nos blocs, pour signer des contrats. Donc nous, on n'en est rien. Juste, notre seul tort, c'est d'avoir les ressources, nos sources très riches en ressources naturelles. Mais ce sont les Occidentaux qui viennent, ce sont les Occidentaux qui forent les puits, ce sont les Occidentaux qui extraient le pétrole et qui transforment ce pétrole-là. Et en même temps, c'est eux qui nous disent que non, changer de comportement, comment limiter les émissions, ou bien mettre en place des forêts, séquestrer le carbone. Donc, il faut aujourd'hui que les présidents des pays du Nord fassent ce plaidoyer pour demander aux citoyens, à vous, les Canadiens, les Français, etc., de changer de comportement. Parce que tout ce que vous faites, 24 heures sur 24, c'est le pétrole que vous utilisez. Dans vos bureaux, c'est le pétrole. Dans vos salons, c'est le pétrole. Vous utilisez les voitures de marque, etc. C'est le pétrole. Donc, si vous limitez aussi vos comportements, je pense que cela va se répercuter sur les industries qui vont utiliser le pétrole pour en tout cas, mieux raffermir votre confort. Donc, c'est le confort aujourd'hui des pays développés qui se répercute sur le climat et qui se répercute sur l'Afrique. Donc, aujourd'hui, si vous avez un document à produire, dites aux présidents des pays développés de faire un plaidoyer pour demander à la population de changer de comportement et d'avoir un comportement éco-responsable qui aura certainement un impact sur la production des énergies fossiles.
Donc ça, c'était un plaidoyer aussi que je voulais formuler. Et pour encore dire que la coopération doit être vraiment une coopération saine, nous ne sommes pas victimes et nous ne voulons pas être victimes, nous voulons contribuer et se positionner en contributeur, et vrai contributeur, pour vraiment prendre à bras le corps ce problème. Je vous remercie et félicitations à tous les présentateurs, félicitations à Djibina, félicitations à tout le monde. Et à Diandata aussi, c'est un élément de AGE, félicitations à elle, à Seynabou, tout le monde, hein, vraiment. Et puis félicitations aussi pour cette belle initiative qui doit être démultipliée parce qu'on a besoin de parler et de discuter d'une manière très franche. Merci. Merci beaucoup, Mamadou, pour ces recommandations. Je vais maintenant passer la parole à Adia. Adia, est-ce que vous avez aussi des recommandations à faire aux pays du Nord et en particulier au Canada? Donc, Lise, je pense que la moitié des recommandations a été formulée par mes confrères. Donc, j'ai moi-même anticipé sur la question. Donc, par rapport à ce que les pays du Nord peuvent faire pour nous, donc je vais commencer par le fait que le climat n'a pas de frontières. Le climat n'a pas de frontières, d'autant plus que tout ce que les pays du Nord font, ça nous impacte directement, même si on n'a pas ces mécanismes de résilience comme dans les pays du Nord. Mais il faudra aussi qu'il y ait une certaine sincérité dans la réalisation des activités. Il faut que vraiment les COP soient vraiment un lieu ou un moment que tout le monde puisse vraiment réaliser des activités par rapport au comportement éco-responsable comme on le demande. L'Afrique n'est pas dans une position de quémander, mais plus de participer aux actions pour qu'elles soient beaucoup plus pérennes. Mais aussi, il faut que les responsabilités soient partagées. Il ne faut pas qu'on se mette dans la position où, voilà, de remuer la plaie sur l'histoire par rapport au pays du Nord, de la deuxième révolution industrielle et tout ça. Je pense que la responsabilité, elle est partagée et que ce que nous devions faire, c'est tout un chacun de trouver des comportements responsables et qu'il y ait plus de sensibilisation dans les pays du Nord pour une consommation plus responsable, mais aussi de penser à des actions fortes de décarbonisation. Mais il ne faudrait pas aussi on demande aux pays d'Afrique de limiter leur consommation, d'autant plus qu'on n'a même pas encore commencé notre consommation pour la plupart des pays africains. Donc, la plupart des pays africains n'ont même pas encore débuté leur exploitation de ressources. Donc, je pense que c'est des choses à mettre en exergue et de ne pas oublier aussi que tout ce que les pays du Nord font, nous le ressentons directement et je pense que c'est nous qui le ressentons le plus. Je pense que ce sont des actions fortes qu'ils devraient mettre en place pour vraiment aider le Sénégal ou les pays d'Afrique à vraiment sortir de cette situation de changement climatique ou de dérèglement climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adia. Et je vais à présent demander à Alexandre ses recommandations pour les pays du Nord et en particulier pour le Canada. Alexandre, je vous passe la parole. Alors, il me reste vraiment plus de recommandations. Mes prédécesseurs ont presque tout dit. Et peut-être insister davantage sur le financement climatique. C'est très important de ne pas confondre ce fonds-là avec l'aide au développement. Et parce que les pays africains subissent de plein fouet le confort des peuples du Nord. Et c'est cette conséquence-là aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de problèmes d'ordre climatique, notamment en ce qui concerne l'érosion côtière et tant d'autres problèmes. On n'a pas demandé à les avoir. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il est aussi intéressant de développer des passerelles de dialogue entre les peuples, surtout les peuples autochtones, qu'ils puissent ensemble harmoniser leurs voix pour mieux impacter lors des grandes rencontres et afin d'avoir des décisions qui puissent atténuer les effets du changement climatique au quotidien dans leur vécu. C'est l'intervenante tout à l'heure, Adia, je pense, a dit quelque chose de très important. Le climat n'a pas de frontières. Le climat n'a pas de visa, n'a pas de passeport. Il serait intéressant de dialoguer. Parfois, mettre de côté ces histoires de nord et sud et construire des passerelles de dialogue. Mais des dialogues qui sont parce qu'aujourd'hui, le mode de vie
l'Occident, de façon générale, qui est basé sur tout ce qui est de consommation, a conduit aujourd'hui le monde dans le bordel, entre guillemets, mais ce n'est pas pour autant que l'Afrique doit forcément soutenir ce mode de développement-là, lorsqu'on va commencer à exploiter nos Alexandre, ressources. Donc, Alexandre, je pense qu'il y a un problème avec ton son. Vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Merci beaucoup. D'accord. Alors, j'étais en train de conclure en disant que pour autant, ce n'est pas une raison pour que l'Afrique, qui, dans de nombreux pays qui n'ont pas encore réellement commencé l'exploitation de leurs ressources naturelles, puisse copier le modèle de développement des Occidentaux. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas la solution, parce qu'en copiant le modèle de développement des Occidentaux, nous allons aussi naturellement copier les conséquences néfastes qui vont avec. Donc, ce serait intéressant pour nous autres pays africains de ne pas aussi souvent attendre ou encore pleurnicher, mais de penser à un autre type de développement qui correspond à nos réalités. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces recommandations. Je vois aussi que l'un de nos auditeurs a levé la main. Il s'agit de Vladi Nakutelamio. Je ne sais pas si je prononce bien. Vladi, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Nous vous écoutons. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Vladi. Avez-vous aussi des recommandations à partager avec nous? Oui, j'avais des recommandations et beaucoup plus en fait suggestions au niveau du travail en fait d'Oxfam que vous faites. Parce que j'avais déjà fait en fait une remarque en fait à la publication en fait de cette conférence sur la représentativité justement en fait des présentations ou encore des présentateurs qui ont été là. Je voulais un peu plus moi au niveau de ce travail, de cet excellent travail que vous êtes en train de faire. Je voudrais quand même suggérer en fait si peut-être étendu justement en fait à d'autres pays en fait au niveau de l'Afrique, parce que j'ai quand même constaté qu'il y a une concentration beaucoup plus en fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et je constate que les problématiques peuvent peut-être varier selon qu'on peut se trouver soit là-bas ou encore en Afrique centrale, et que les thématiques, les problèmes en fait rencontrés par les populations ne sont pas vraiment les mêmes. Alors donc je demanderais beaucoup plus en fait à Oxfam dans un prochain avenir, effectivement, de pouvoir faire ce même travail, de l'étendre un peu au niveau aussi peut-être de l'Afrique centrale, ce serait bien, ou encore peut-être au niveau de l'Afrique australe. Ça, c'était une suggestion. Ce que les pays développés peuvent faire, je pense que la majorité en fait des intervenants qui m'ont précédé l'ont presque dit. Moi, l'aide, effectivement, c'est très bien en fait que ce soit une aide ou bien une compensation qui serait en fait versée au niveau des pays africains. Le plus grand problème, c'est que généralement, en fait, nous avons dans ces pays-là, de fois des dirigeants encore des pays où l'aide même au développement, en fait, a du mal à aller vraiment servir ou encore à répondre aux besoins des populations, en fait, qui en ont le plus grandement besoin. Moi, la stratégie, l'approche, en fait, québécoise, je la trouve très intéressante, dans le sens où certaines initiatives, notamment, par exemple, l'initiative Jeunesse sur les changements climatiques avec les offices jeunesse internationaux du Québec, je trouve que par là, en fait, c'est des initiatives qui sont très, très intéressantes, et que par là, le Québec peut peut-être reconduire ou encore accroître le financement à de telles initiatives pour des actions plus ciblées et qui auront plus en fait d'impact. Donc moi, la recommandation que je pourrais formuler à l'endroit des pays comme le Québec ou encore le Canada, c'est d'appuyer justement en fait des initiatives dans ce sens, des financements à l'encontre des organismes comme les vôtres, vous donner de plus de moyens pour que vous puissiez effectivement faire ce travail que vous êtes déjà en train de bien faire au niveau de l'Afrique. Au Québec, justement, en fait, certainement de reconduire cette initiative-là. Allô? Au Québec, donc, de reconduire cette initiative-là qui a déjà effectivement montré ses preuves. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que les choses peuvent aller de l'avant. Donc, un
peut-être changer un tout petit peu comment est-ce que les choses se font au niveau d'Oxfam, d'essayer un peu de voir ce problème un peu, je dirais un peu dans toutes les sous-régions en fait de l'Afrique. Et au niveau du Québec, parce que nous sommes peut-être là en fait, que le Québec essaie d'accroître en fait cette aide-là à travers des initiatives comme l'initiative jeunesse sur les changements climatiques qui peuvent aller justement renforcer le travail qui se fait sur place. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Vladi, pour vos commentaires qui enrichissent nos suggestions. J'en ai pris note. Merci à tous nos panélistes pour leurs recommandations qui donnent au Canada et aux pays du Nord des lignes directrices pour accompagner leur pays, leur communauté dans le contexte du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs et je vois que nous avons déjà 2 questions pour nos panélistes. La première question est de Yasmine Chakron. Yasmine, est-ce que vous voulez lire votre question ou vous voulez que je la lise? Est-ce que peut-être je n'ai pas de retour. Donc, je vais poser la question de Yasmine. Elle remercie tous les panélistes pour leur présentation et leurs perspectives très enrichissantes. Concernant le clivage nord-sud conflictuel en matière d'environnement et particulièrement en matière de coopération internationale environnementale, quels sont selon vous les points de tension, passés ou présents, les plus importants? Yasmine voit par exemple la question de la responsabilité historique, à savoir les pays du Nord sont plus pollueurs mais moins affectés, ou encore la question du financement, à savoir que les pays du Nord ont promis beaucoup mais n'ont pas fourni à la mesure de leurs promesses. Quels sont selon vous d'autres points de tension clés? Est-ce que quelqu'un parmi nos panélistes souhaite répondre à cette question? Adia, Senabou? Lise? Oui, Adia? Oui. Donc, par rapport à la question de Yasmine, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose pour y répondre. Donc, par rapport à la justice climatique, je pense que là, pour remuer l'histoire un peu, c'était juste pour des questions de justice climatique. Mais ce que nous jugeons nécessaire, quelle est l'autre tension qui est mise en exergue là? Je pense que c'est principalement le non-respect des engagements. Le non-respect des engagements du fait qu'on ne peut pas dire que, voilà, nous devrions réduire notre consommation sans pour autant que certains gouvernements le font. Il faut qu'il y ait effectivement une justice climatique et il faut que tout le monde soit au même niveau de compréhension et au même niveau d'action. Il faut que les pays du Nord, lorsqu'ils diront aux Africains ou lorsqu'ils diront aux pays asiatiques d'avoir un comportement plus responsable ou de dire que voilà, nous allons vous dédommager pour des questions de justice climatique, je pense que ce sont des tensions qui peuvent être réglées et qui doivent être faites pour vraiment apaiser les tensions par rapport au climat. Merci. Merci beaucoup, Adia. Est-ce que parmi nos panélistes, une autre personne souhaite répondre à cette question? Non, j'avais une autre question de Larissa Blé. Ah non, c'était une suggestion en fait par rapport à l'exploitation des énergies fossiles qui ne se décident pas de façon unilatérale. Est-ce que parmi nos auditeurs, d'autres personnes souhaitent poser une question? Si c'est le cas, je vous encourage à l'écrire dans la boîte questions-réponses ou à lever la main. Non.
Sur ce, je vais clore la session de questions-réponses et je vais passer la parole à Alexandre pas Alexandre, à Raphaël, pardon. Je vais passer la parole à Raphaël pour clore, faire les discours de clôture de cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les échanges. Je suis vraiment content qu'on ait eu cette discussion. Je pense que c'est extrêmement important d'accessibiliser justement la COP. C'est une rencontre qui est extrêmement importante, qui permet aux gens de se rencontrer. Cette année, c'est une année qui est très particulière. On a une des COP les moins inclusives. On fait la moins inclusive de l'histoire avec les enjeux qui sont plus criants que jamais. Je vous remercie profondément d'avoir participé à cette activité de discussion. Pour nous, c'est important d'offrir une plateforme de discussion, d'avoir justement des possibilités d'échanger ensemble et de créer justement des pistes d'action. Historiquement, pour revenir un peu sur les points que j'avais préparés, historiquement, les pays du Nord comme le Canada ont contribué de façon disproportionnée à la crise actuelle et en se développant économiquement. Il y a une responsabilité qui revient sur les pays du Nord pour soutenir les pays du Sud global vers le développement économique en tenant en compte la transition vers des pratiques plus durables et prendre en charge les coûts économiques dans les pertes et préjudices présents et futurs liés au changement climatique. Pertes et préjudices, c'est loss and damage, c'est un concept qui est sorti souvent dans les discours de la COP. C'est un enjeu qui va être majeur dans le financement aussi, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les corridors de la COP. Dans les discussions qu'on a eues ici, j'en tire plusieurs points. J'ai hâte qu'on fasse le travail de repasser le tout en revue. Mais il faut absolument, premièrement, je partage 100% avec, je ne me souviens plus, c'est Adja qui avait dit ça, il faut avoir des actions locales qui sont ancrées dans le territoire, il faut avoir un leadership qui est global. Vous avez mentionné, tout le monde, l'importance que le Canada a de s'engager, en fait, sincèrement, quand on fait des promesses à l'international. Il faut avoir une responsabilité partagée. Aussi, j'ajouterais le financement, en fait, l'arrêt. Le Canada a dit qu'elle a arrêté de financer les activités extractrices à l'extérieur. Reste à voir si ça va vraiment être fait concrètement. Aussi, on parlait d'encourager la jeunesse dans ces solutions-là. Augmenter les budgets de coopération, les fonds d'appui institutionnels. Et là, j'ai mes collègues qui arrivent de la COP, justement. Donc, désolé pour le bruit. On en tire plusieurs avenues, là, des pistes d'action concrètes. Historiquement, on a une responsabilité, le Canada, je pense, de s'engager vers cette crise. Et la société civile, justement, a une responsabilité de se mobiliser pour faire avancer les choses. Donc, je vais conclure, en fait, avec ces mots. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion et j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant avec ces recommandations. Merci beaucoup, Raphaël. Je voudrais terminer en remerciant les panélistes et les participants à notre événement. Le changement climatique et la perte de la biodiversité sont amenés à impacter toutes les communautés humaines à travers le monde, au nord comme au sud. Nos panélistes nous ont montré aujourd'hui que la voie de la résilience est dans la coopération et le soutien mutuel. Notre monde actuel nous impose des normes qui vont à l'encontre de notre survie, notre cohésion et notre bien-être. Les jeunes ont un rôle essentiel pour questionner ces normes afin de ne pas les perpétuer, les briser et en faire émerger de nouvelles. C'est à ce prix que nos sociétés, construites sur des principes économiques et sociaux en conflit avec la nature, pourront se renouveler et offrir un futur où nature et humanité sont en phase, peu importe l'hémisphère. Alors que la hausse des températures et la mise en danger des espèces sont amenées à impacter nos modes de vie, nos économies, voire même nos modes de pensée, ces états de fait nous rappellent qu'au-delà des frontières imposées par l'homme, nous sommes une seule communauté et que c'est en travaillant ensemble que nous relèverons ce défi. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.